Donc d'autant plus, on vous remercie d'avoir fait l'effort de nous rejoindre à l'invitation de Sarah et du SAMH pour cet échange qui va être un échange vraiment à bâton rompu. Le principe, c'est que nous n'avons strictement rien préparé. Et je pense que vous êtes suffisamment rodés, et l'un et l'autre aussi, parce que voilà, tu m'as étonné, Sarah, par ta capacité à répondre de manière très très libre aux questions qu'on te pose sans jamais te déstabiliser, ou en tout cas en ayant toujours une réponse qui va être pertinente. Donc ça devrait se passer de manière totalement fluide. Alors juste en quelques mots, donc nous sommes là à l'occasion de cette exposition. Juste un mot sur cette exposition. Cette exposition, elle a été prévue depuis 1 an à peu près, et c'est une exposition que Sarah a souhaité bien évidemment relier à ces 3 points d'ancrage qui sont pour elle des points essentiels à la fois dans son histoire et dans son travail, qui sont d'une part le Liban, donc Beyrouth, deuxième temps Paris, la France, et ensuite l'exposition retrouvera une autre forme, certainement à Stockholm, en Suède, dans les mois qui viennent. Donc l'idée, c'est d'accompagner un projet qui repose sur 3 lieux différents et de le faire vivre à chaque fois dans ces lieux-là, avec des légères variantes, parce que même s'il y a des points communs avec l'exposition que tu as faite à Beyrouth, il y a des choses qui ont légèrement changé dans l'accrochage à la fois, et même dans les œuvres, puisqu'il y a des œuvres qui ont été faites spécialement pour ici. Donc à chaque fois, elle évolue, mais elle va suivre ce voyage, cette itinérance-là. Bien évidemment, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'actualité, il était hors de propos, même si les tensions existaient déjà, lorsque cette exposition a été envisagée, ou même il y a quelques mois, que nous soyons dans une situation qui est aujourd'hui celle que l'on connaît et que le Liban connaît, qui donne, je pense, une résonance aussi particulière à ce travail. Et juste, dernier mot, et après je vous présenterai l'un et l'autre, ce que j'ai envie de dire, moi ce qui m'a étonné, et je disais juste à Sarah, parce qu'on expose pas mal de plasticiens, il y a beaucoup de plasticiens qui viennent du Brésil, donc voilà, donc ils sont dans des problématiques un peu autres, c'est cette capacité que tu as avec énormément de simplicité, avec une fausse simplicité de moyens, parce que finalement le travail est très sophistiqué, l'air de rien, de raconter des choses relativement graves en gardant un regard qui reste un regard d'enfant, mais d'un enfant qui a toute l'expérience d'une adulte. Et ça, c'est rare de le voir, c'est ce qui fait que cette exposition touche particulièrement, en général, les gens qui rentrent ici, en sortent malgré tout en emportant quelque chose de ce qu'ils ont vu. Et ça fait vraiment, je pense, la spécificité de ton travail. Je veux dire, il y a plein d'artistes qui nourrissent d'une façon ou d'une autre le regard des autres, qui touchent de cette manière-là, en touchant un fil, parce que tu travailles sur les fils, un fil bien sensible, une corde bien sensible. De cette manière, c'est assez rare. C'est tout pour ma part. Je voudrais quand même vous introduire, vous présenter. Sarah, je crois que tout le monde te connaît un peu ici. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez comme plasticienne, si vous la connaissez par rapport à ses tapis, si vous la connaissez par rapport à ses activités multiples et variées, mais je pense que tout le monde la connaît bien. Et Dominique Simonet, vous me reprenez si je me trompe, vous êtes journaliste, écrivain, essayiste, vous êtes également, je crois, éditeur, si je me trompe. Éditeur, parolier, animateur d'émissions de radio et de télévision. Donc c'est un peu d'animer cette histoire. Donc c'est à vous de le faire. Donc vous avez effectivement écrit notamment beaucoup pour l'Express et puis de nombreux essais. Et ce texte qu'on vous a distribué sur Sarah, qui est un regard, je pense, assez juste, assez sincère sur... et qui ne se place pas justement dans ce qui m'avait intéressé dans ce texte, et qui ne se place pas du tout du côté de la critique d'art, ce que j'ai l'habitude de lire quand on parle des artistes. Je commence. Commence. Oui, merci d'être là. Merci pour vos mots. C'est vrai qu'il y a ça ne se place pas du côté de la critique d'art, parce que c'est difficile en fait de commenter de l'art. Moi, il m'arrive d'être chroniqueur de danse. Et en fait, je me pose toujours la question de comment on met des mots sur des œuvres qui, a priori, parlent d'elles-mêmes. Et elles expriment quelque chose sans les mots. Et
et peut-être même plus que les mots. Donc rajouter des mots à une œuvre d'art, c'est toujours compliqué. L'art, c'est autre chose que le langage, c'est un autre vecteur, et donc on a juste de quoi, je pense, mettre quelque chose de personnel. Donc je veux juste vous dire, moi, comment je ressens l'œuvre de Sarah, que je trouve extrêmement intense, extrêmement sensible, avec une grande profondeur. Moi, j'ai toujours cette oscillation, mais je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça, mais entre une forme de gravité, malgré tout, on voit les regards d'enfant, il y a l'émerveillement, mais il y a aussi une gravité quand même, et une légèreté. On peut faire référence à la phrase au titre du célèbre roman de Kundera. Il y a quelque chose qui relève de notre équilibre ou déséquilibre constant entre justement la gravité du monde et le besoin de vivre léger, parce que sinon c'est insupportable. Mais avant ça, malgré tout, avant ça, il y a quand même, il ne faut pas oublier, il y a la beauté. Je veux dire, moi quand je regarde ce cerisier, par exemple, derrière vous, d'abord c'est beau. D'abord ce sont des couleurs qui vibrent, il y a ce rose qui n'est pas du rouge, qui est une espèce de couleur plus tendre, moins virile, je dirais, que le rouge, qui est une couleur féminine, et en même temps qui dit là c'est un arbre. Donc c'est le thème qui est le thème fort de cette exposition, c'est le thème du déracinement et peut-être de notre besoin d'enracinement, justement. Et avec des matériaux qui sont autre chose, on le voit partout, autre chose que des simples couleurs, on dit simple, que des couleurs sur un tableau, parce qu'il y a une matière, il y a une volonté que ce soit tactile, que ce soit textile, et donc c'est une matière à la fois physique et poétique qui est assez singulière et qui fait vraiment la marque de ce que tu fais. Moi, j'avais rencontré Sarah il y a bien longtemps, et puis on s'était revus par hasard, parce qu'on était tous les deux à New York avec Nicole il y a quelques années, et là c'était une exposition que tu faisais à New York sur les ciels. Je me souviens, ça m'avait beaucoup frappé, parce que il y avait des ciels partout, des photos de ciel, des vidéos de ciel, et là aussi il y avait cette espèce d'oscillation, ce paradoxe entre les ciels, ils se ressemblent, mais en fait ce sont toujours, parce que les œuvres existent, des ciels qui sont pris à des endroits différents. Donc en fait ce sont des ciels différents et des ciels semblables. Et là aussi ça dit beaucoup de notre paradoxe humain, d'une certaine manière. Est-ce qu'on a un besoin de se sentir appartenir à une terre, à un sol, à un lieu, et ça aussi c'est le thème de cette exposition, mais en même temps d'être universel, d'être être humain. Et donc c'est un paradoxe, ou alors c'est plutôt une question permanente, c'est une contradiction, et tout le monde, d'ailleurs on le voit, d'ailleurs là beaucoup de choses dans le monde, de conflits dans le monde peuvent se traduire aussi par cette difficulté d'être un petit individu, tout petit, tout dérisoire, tout petit dans ce monde mondialisé qui nous échappe. Et sous les ciels de Sarah, il peut aussi bien y avoir on ne les voit pas, mais on les devine, on les sent, aussi bien des fantômes, quoi, des souffrances, des douleurs, la guerre, ou alors de la joie, une plage, une petite fille qui danse. Et c'est quelque chose qu'on peut ressentir face, c'est pour ça que les mots sont toujours un peu impuissants, en face à face, en dialogue avec ces œuvres. Alors cette expo-là, elle ne parle pas des ciels, elle parle de la maison. C'est autre chose. Et moi j'ai envie qu'on parle tous les deux du titre qui résume très très bien les choses. C'est « Nous avons quitté la maison ». Mais qu'est-ce que la maison? Et d'ailleurs, il n'y a pas de point d'interrogation, donc je ne sais pas si tu as la réponse. Et là encore, on retrouve le thème de l'enracinement et du déracinement, parce que, donc Sarah le dira, c'est ce partage forcé, cette obligation d'être entre plusieurs pays pendant ton enfance, 2 pays, essentiellement le Liban et la Suède, et puis 3 avec la France qui arrive après. Et c'est un déracinement, et un déracinement qui pèse énormément, parce que c'est un déracinement forcé pour
une petite fille qui emporte ses valises parce qu'on lui dit de partir, et avec dedans il y a les jouets, mais il y a les souvenirs, il y a tout ce qui fait une vie, quoi, c'est-à-dire aussi les joies et les souffrances. Et je sais pas où ils sont, les escargots, c'est un peu ça, mais ils portent leur maison avec eux, mais eux ils ont de la chance parce qu'ils l'emmènent. D'ailleurs, il y a un escargot qui en a pas, je crois. Oui, parce que ça s'appelle l'insoutenable non-légèreté de l'être. Ah ben voilà. Donc il y a un escargot qui en a pas, et toi tu n'en avais pas forcément, t'avais pas forcément la maison sur la tête, au contraire tu l'as quittée pour en avoir une autre. Et avec cette petite fille qui d'un côté, et ce tableau là, ce tableau, je sais pas comment, oui c'est un tableau, c'est un tapis, un tableau, cette œuvre en tout cas, cette petite fille qui s'abrite, pour moi elle s'abrite en tout cas, qui s'abrite avec sa poupée. On imagine bien sûr qu'elle s'abrite d'un bombardement, qu'elle s'abrite, ça se passe à Beyrouth, qu'elle s'abrite de la guerre. Là, c'est la petite fille en Suède, là, c'est ça, avec... C'est les départs, non? C'est le départ. C'est le départ, oui. Et j'aime bien quand tu lui racontes que tu es arrivé finalement dans un troisième pays, en France, à l'âge de 7 ans, et puis tu t'es rendu compte que, en fait, tu étais une étrangère, mais étrangère de quel pays? Donc, c'est pas l'exil, parce que l'exil, on peut à la limite se dire qu'on s'adapte, on trouve d'autres racines, mais là, c'est un déracinement, ce sont des déracinements successifs. Donc, la question que tu as dû te poser, c'est effectivement qu'est-ce que je suis, quel est mon chez-moi, quelle est ma maison, justement. Et tu dis de manière qui est assez émouvante que tu t'es rendu compte que tu avais peur de cet inconnu, mais que en fait les adultes, et ça fait référence aussi à la guerre, les adultes avaient peur aussi. Et à partir de ce moment-là, ça a été la révélation, plus que d'ailleurs que le Père Noël, que la non-existence du Père Noël. Le fait que les adultes aient peur, ça a été quelque chose Quand on sent qu'ils ne savent pas gérer, oui. Voilà. Qu'ils ont aussi des limites que nous, ce qui est normal dans une situation nouvelle. Et donc on se rend compte que les lieux de notre enfance, en fait ils ne nous quittent pas comme les escargots, mais enfin ils ne nous quittent pas malgré tout, et c'est une partie de soi. Et quand ils nous sont, quand on doit les quitter, et même quand ils sont détruits, ça, tu vas peut-être en parler, parce que tu les as pas simplement quittés, mais ils ont disparu. Et donc la disparition de ces lieux absolument fondamentaux, vitaux presque pour se constituer une identité, la disparition est plus qu'une séparation. Et donc j'en termine parce qu'on pourrait en parler longtemps, c'est toi qui vas parler, mais j'aime bien la réponse de l'arbre en fait. Parce que, outre le fait que ce soit très beau, que ce soit un cerisier, que ce soit des fleurs, l'arbre c'est justement en fait ce qui résout la contradiction dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'il a des racines et il s'élève vers le ciel. Donc c'est à la fois l'enracinement et le déracinement et l'envol. Et c'est un merveilleux symbole pour résumer en fait un peu ton œuvre. Donc j'avais envie de te demander, peut-être pour qu'on entame le dialogue, est-ce que tu as... C'est malgré tout une autobiographie un peu en œuvre, mais c'est pas comme ça que tu l'as conçue. Pour toi, c'est quand même plus qu'une autobiographie. Oui, parce que ça n'aurait pas grand intérêt. Si c'était juste pour parler de moi, c'est plus cette interrogation qui, après, chacun peut se l'approprier comme sa propre histoire, enfin, l'intégrer dans sa propre histoire, mais de se dire qu'est-ce qui est, au final, à quoi je me relie, qu'est-ce qui est ma maison et quelque part mon identité. Et moi, je sais que, par exemple, quand j'étais... enfant, c'est les couleurs qui étaient devenues ma maison. J'ai transporté, c'est pour ça que c'est très coloré d'ailleurs, j'ai transporté partout. Et les œuvres en fil, c'est un peu en hommage à ces fils qui étaient les fils de broderie et de tricot de mes deux grands-mères, donc dans les deux pays, que je récupérais parce qu'ils étaient très colorés et je créais des nouvelles œuvres, enfin je les collais, je les nouais, etc. Mais au final c'est parce que c'était des couleurs avant d'être des fils.
Et bon, bien sûr, mes crayons de couleur que j'emmenais partout, ça c'était mon bagage, c'était la première chose que je prenais avec moi. Et donc, pour en revenir à ta question de pourquoi j'ai eu envie de parler de tout ça, parce que je me suis rendu compte que c'est des sujets, c'est un peu aussi parce que quand on a eu l'habitude quand on appartient à un seul endroit, qu'on a grandi dans un seul pays, on ne peut pas forcément imaginer ce que traversent d'autres personnes qui sont forcées de quitter des endroits ou qui sont, quand on est enfant et qu'on vient de différents endroits, on ne veut pas être différent, donc on va forcément s'adapter à l'endroit où on arrive. Comme un espèce de caméléon, on va faire semblant de ne connaître que la langue de l'endroit et rien d'autre, mais au final, on cache différentes facettes de soi, et ça, on a plein de personnes autour de nous qui sont comme ça. Donc c'est un peu cette espèce de prise de conscience. C'est pour amener les gens à prendre conscience du fait que tout le monde n'est pas pareil et qu'il peut y avoir différentes facettes par rapport à ces endroits d'où viennent ces gens. C'est-à-dire de cette manière que l'intime, le personnel peut avoir une valeur universelle en fait. C'est même en passant par l'intime, oui, on reflète peut-être même peut-être mieux l'universel. Parce qu'on réveille des émotions et je crois qu'on peut beaucoup plus atteindre, provoquer une réflexion par l'émotionnel que par l'incompréhension en disant je ne comprends rien, il faut que je lise pour comprendre et ça pour moi ça ne marche pas. En tout cas moi quand je vois une œuvre il faut qu'elle me touche et il faut que j'ai envie d'en savoir plus pour me poser plus de questions. Donc dans mon travail j'essaye d'avoir cette démarche là. Et par rapport à l'universel qui est de l'intime, la pièce du fond s'appelle Mémoire autobiographique pour une conscience universelle. Je ne sais plus comment j'ai appelé, un peu, enfin ça c'est archive personnelle pour une conscience universelle. C'est de partir d'éléments autobiographiques mais qui pourraient au final être ceux de tout le monde pour que finalement chacun se pose la question sur parce que oui, enfin non, j'ai pas de réponse de qu'est-ce qui est la maison, mais finalement la maison ça peut être une odeur, ça peut être un son, ça peut être ses amis, ça peut être autre chose qu'un lieu physique ou alors un mélange de toutes ces choses-là. Ça peut être une personne. Oui. Comment t'es venue l'idée de cette exposition? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu pensais depuis longtemps ou comment ça s'est construit? Je pense que j'avais, au début, j'ai peut-être pas été tout de suite dans des choses aussi intimes, justement. J'ai commencé avec les ciels qui sont donc j'ai mis en opposition les notions de frontières qui pour moi sont enfermantes et d'identité qui sont enrichissantes. Donc ça c'est ce travail qui n'est pas fini d'ailleurs, qui est un projet qui évolue toujours. Qui m'ont amené à me questionner sur cette histoire de territoire et d'identité. Et le déclencheur a été la disparition donc, de la maison en Suède et de l'immeuble à Beyrouth pour des raisons familiales qui m'ont fait prendre conscience qu'en fait j'y étais attachée alors que je ne pensais pas l'être. Et de là est partie toute cette réflexion par rapport au lieu et par rapport à l'attachement. Parle-nous un peu des deux maisons, justement. Comment c'était, comment tu es passé de l'une à l'autre? Comme ça. Là, ici, ça. Ouais. Dans cette maquette, on voit les deux espaces. Il y avait une maison d'habitation plutôt à Beyrouth et une maison de vacances. Alors, il y avait une maison d'habitation à Beyrouth dans un immeuble qui avait été construit par mon grand-père qui était à côté de sa maison, duquel on pouvait voir la mer. Donc, et en Suède, c'était une maison de vacances sur une île dans l'archipel de Stockholm, où pareil, on pouvait voir la mer. Et c'est pour ça que j'ai travaillé sur le coucher de soleil qu'on retrouve dans le miroir qui est derrière, dans l'œuvre tissée qui est dans la vitrine, on ne la voit pas qui est de l'autre côté. Parce que pour moi, finalement aussi, ce coucher de soleil, mais ça je pense que pour tout le monde, on serait parachuté sur la Lune,
on sentirait que la terre, c'est la maison, il n'y aurait plus de lieu physique. Et donc ces deux maisons avaient en commun d'être baignées par la lumière. Elles étaient très très différentes. Donc la maison en Suède aussi avait été construite par mon grand-père. Maternelle, c'était rien, c'était 2 rectangles, un briquet, mais très typique des années 50, un peu à la façon du Corbusier, c'est-à-dire que cet espace existait pour mettre en valeur la nature environnante, et c'est ce qu'on retrouve sur la partie droite de la sculpture. Là, vous voyez peut-être, cette sculpture qui est là, vous ne voyez de la maquette, vous ne voyez peut-être pas, mais à l'intérieur, il y a de la feuille d'or qui en fait symbolise le coucher de soleil qu'on voyait à l'extérieur sur la mer, et donc cette nature environnante. Et à gauche, c'est l'appartement de Beyrouth qui lui aussi était très lumineux parce que c'était des grandes... toutes les séparations étaient faites de vitres comme celle de gauche, et qui faisait 5 mètres de haut. Et comme on était pas loin de la ligne de démarcation, il y avait des traces de balles puisque les francs-tireurs tiraient pas loin. Voilà, mais bon, après c'était des environnements extrêmement différents, rien à voir. Même dans la lumière, en Suède, les couleurs sont très franches parce qu'il fait sec. Au Liban, tout est très passé. On croit que les couleurs, pour moi, les couleurs franches, c'est plus la Suède que le Liban. Le Liban, comme il fait humide, tout est très, 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 très atténué. Et souvent d'ailleurs, enfin pas souvent, mais c'est arrivé qu'on te dise, là, non, on ne part pas, on ne rentre pas. C'était tous les ans. Tous les ans. Tous les ans. Et pas... Alors, soit on devait partir au milieu de l'année parce que on était installé à Beyrouth et qu'on ne pouvait pas... et que mon père, qui était très attaché à Beyrouth, ne voulait pas partir de Beyrouth, mais ne supportait pas qu'on soit à Beyrouth quand il y avait la guerre. Donc, il gardait une maison en France. Et donc, au milieu de l'année, dès que ça se passait mal, on devait partir et on venait en France. Ou alors, quand on était très souvent, les vacances, c'était en Suède. Quand on était en Suède, à la fin des vacances, on nous disait on ne peut pas rentrer à Beyrouth parce qu'il y a la guerre, et donc on repart en France. Et très souvent, j'ai commencé l'année dans une école et terminé l'année dans une autre école. Donc j'ai fait 2 fois la même chose et jamais autre chose. Donc j'ai des lacunes. Et ça, c'était quelque chose d'instable, c'est-à-dire de savoir que... Oui, mais ça c'est pareil, c'est comme un enfant s'adapte, donc on fait semblant, même à soi-même, que c'est tout à fait normal, et on est plusieurs personnes, c'est-à-dire que quand on arrive à Beyrouth, j'étais au lycée français, en France, j'étais d'abord dans un village, ensuite à Saint-Cloud, à l'école à Saint-Cloud. J'étais tout de suite comme si j'avais pas bougé de là. Et quand tu arrives en France, là il se passe quelque chose. Tu te dis maintenant, il faut que je trouve une forme d'identité. Quand je suis arrivée, quand à 7 ans. À 7 ans, la première fois. Ouais. Enfin, pas la première fois, parce que j'y étais déjà toute petite. Mais ça, c'était différent. C'est parce que mon père faisait des études, il était en France. Je me suis dit... Oui, là, à ce moment-là, tu ressens le besoin de te constituer une identité qui ne soit pas celle déchirée entre les deux autres maisons, les 2 autres pays. Alors peut-être que justement je me suis réfugiée dans mon monde de couleurs et je me suis... J'ai essayé de me former une espèce de carapace, mais c'est instinctif, c'est pas quelque chose de réfléchi, je pense. Donc je me suis réfugiée dans mon imaginaire, voilà. En résumé, on peut dire ça. Et raconte-nous l'histoire de la peur, alors cette révélation de la peur des adultes. Ça c'est justement, alors, quand la guerre a commencé, donc ça c'était le premier événement, le fameux, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du bus qui a été attaqué, un bus avec des réfugiés palestiniens qui a été attaqué par des phalangistes, qui a été le déclencheur. Et d'ailleurs, dans la salle du fond, il y a un extrait du journal de ma mère qui parle de cette journée-là. Ça a été la première fois qu'on entendait parler de guerre au Liban. Et donc ce jour-là, ou le lendemain, quand
les affrontements se sont rapprochés de chez nous. On s'est réfugié dans l'appartement de mon oncle qui était le plus bas, parce que ça c'est un réflexe, même si ça ne sert pas à grand chose, parce qu'il n'y avait pas d'abri dans notre immeuble. Et on nous a mis sous la table. Donc ça c'est la table sous laquelle on nous avait mis et qui était... Et le sentiment de peur que j'ai eu à ce moment-là, c'était la peur de me rendre compte que les adultes n'avaient pas du tout l'air de savoir en fait ce qui se passait et ce qu'ils faisaient. Et ce sentiment de peur, c'est qu'on a quand on a vécu des guerres, parce que forcément on s'habitue à devoir gérer. C'est ce qu'ils ressentent tous maintenant, en tout cas à Beyrouth, c'est qu'on fait semblant de vivre une vie normale, mais en même temps, il y a quelque chose qui est sur le qui-vive et qui est là pour pouvoir réagir très rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous quitte pas. Moi, si j'entends une porte claquer, j'entends une bombe, j'entends pas une porte claquer. Mais ça, les autres ne s'en rendent pas compte. En fait, les gens croient que quand on a vécu une guerre, on a été habitué à des choses très intenses et que donc on a encore moins peur. C'est le contraire. C'est-à-dire qu'on est habitué à ce que tout puisse être un danger. Donc, je sais pas, n'importe quoi de tout à fait normal peut devenir très angoissant. Après, je ne veux pas vous angoisser. Hein. Non, en même temps, ton œuvre, elle n'est pas triste. C'est pas triste du tout. Non, parce que il y a même une certaine joie en même temps. Mais je n'ai pas du tout. J'ai des souvenirs traumatisants, mais mon enfance n'était pas un grand souvenir traumatisant. J'ai été très heureuse quand j'étais petite, parce qu'en même temps, c'était les années 70, j'avais des parents très années 70 entre guillemets, c'est-à-dire que chez nous c'était très coloré, moi j'ai été élevée à la suédoise, c'est-à-dire que j'avais absolument le droit de faire tout ce que je voulais, dessiner sur les murs, m'habiller avec les vêtements de ma mère, je pouvais faire absolument tout ce que je voulais, donc là-dessus j'étais très contente. Et à la question que tu poses sans mettre de point d'interrogation, il n'y a pas de point d'interrogation dans le titre. Non, parce que je pense que chacun peut finalement se faire sa propre conclusion. Est-ce que tu as une réponse ou alors est-ce qu'elle reste dans tes œuvres et tu veux pas la mettre en non, je crois que c'est personnel. Finalement, chacun doit se faire sa conclusion, mais c'est aussi que je pense que parfois on ne se pose pas assez la question, c'est-à-dire qu'on décide que sa maison, c'est ce à quoi on a toujours été habitué, et c'est peut-être aussi une interrogation pour aller un peu plus profond en soi et se bâtir sa propre maison et pas celle dans laquelle on nous a mis parce qu'on est né dans cette maison-là. Et je parle là d'idées et de tout, pas que du lieu physique. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure quand on est sur la Lune, on voit la Terre, c'est exactement ce qu'ont dit les astronautes d'ailleurs. Les astronautes, eux, dans les années 60, la chose la plus émouvante, c'était de voir ce petit tache de couleur dans un ciel noir sur une planète totalement grise. Et ça les a marqués à jamais. Ils en ont tous parlé. Mais je me suis toujours dit que pour qu'il n'y ait plus de guerre, il faudrait envoyer tout le monde dans l'espace pour se rendre compte qu'en fait la Terre c'est une toute petite chose et que on est tous pareils. C'est pour ça que je suis, l'histoire des frontières, des religions, etc. Pour moi c'est très absurde. Est-ce que tu veux dire un mot sur la situation de Beyrouth aujourd'hui? Là, c'est très perturbant. Moi, je m'étais un peu, je n'y avais plus beaucoup. J'étais pas repartie pendant 4 ans à Beyrouth parce qu'il y avait eu le Covid et que c'était plus compliqué et que j'ai moins de famille là-bas, beaucoup d'amis mais qui viennent souvent à Paris, donc moins de raisons. Et comme donc cette exposition a eu un premier volet à Beyrouth, où j'ai dû produire certaines choses là-bas, j'ai dû y aller beaucoup plus. Donc je m'étais on va dire, il y a une nouvelle collection qui s'était refaite en moi, parce que je crois que j'aime beaucoup le Liban, mais en même temps, comme à l'image de ce qui se passe maintenant, je sais qu'à chaque fois, il peut y avoir une impossibilité d'y retourner. J'essaye de m'en détacher, mais bon, c'est impossible. Et
Et donc, voilà, c'est super, enfin, c'est tellement triste. J'entends la voix de mes amis quand je leur parle, mais c'est une voix qui vient de 10 étages sous la terre. C'est le vrai enfer, même s'ils sont ni réfugiés, ni quoi que ce soit, mais c'est juste insoutenable. Ça ne peut pas se décrire, en fait. Et je sais exactement ce qu'ils ressentent. Là, je vais vous raconter quelque chose. Bon, ça, c'est mon histoire à moi, mais moi, alors, c'est ce que je raconte dans ce tableau. Je dis, tu te réveilles le matin et tu te dis, ah, ça serait pas mal d'entendre quelques petites bombes, comme ça, il n'y aura pas d'école. Ça, c'est ce qu'on se dit quand, voilà. Et puis, quand ça arrive, on se dit, merde, c'est à cause de moi. Ça, c'est l'enfant qui croit que tout est à cause de lui. Et donc, ce raisonnement, je l'ai eu pendant longtemps. Et un jour, j'étais dans la rue et j'ai reçu un éclat d'obus. Enfin, une bombe qui est tombée comme l'immeuble d'en face. Et j'ai mis ma main sur la tête, ce qui m'a sauvé la vie et qui a déchiré un tendon dans mon pouce. J'avais 17 ans. Et ça a fait qu'après, je n'ai plus jamais revécu la guerre de la même façon parce que je savais, alors on n'entend rien, on sent juste une horrible chaleur qui... Et après cet événement, alors j'avais deux choix. Ça aussi, c'est un peu compliqué parce que ma famille, mon père est musulman, sunnite, ma mère donc suédoise protestante, mais ma famille est une des rares familles qui habite du côté chrétien, à Beyrouth. Donc j'ai toujours été habituée, déjà à Beyrouth j'étais étrangère partout, puisque ma mère était étrangère, mais j'étais aussi étrangère parce que je vivais dans un quartier qui à la base ne devait pas être mon quartier, enfin bref. Et donc quand il y a eu cette bombe, j'avais soit le choix, si j'avais été une chrétienne qui habitait que dans ce quartier, j'aurais détesté, elle venait de l'Ouest, donc des musulmans. Donc j'aurais détesté les musulmans, mais je ne pouvais pas détester les musulmans puisque les musulmans c'était ma famille. Donc à ce moment-là, j'ai compris que l'être humain est un être humain à la base. En fait, c'est le choix que j'ai fait et que je n'en voudrais à personne, mais que voilà, que j'aurais pu être à l'ouest et que ça serait parti de l'est ou vice versa. Et donc à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais pu vivre la guerre de la même façon parce qu'à chaque fois qu'une bombe tombe, et c'est toujours le cas maintenant avec tout ce qui se passe, je ressens ce que j'ai ressenti, donc je sais qu'il y a des gens qui sont en train de ressentir c'est même pas décidé, on ne peut pas le décrire, c'est juste compliqué. Comment ils ont ressenti ton exposition, Beyrouth ? Ça a été c'était hyper touchant. En fait, ça me touche beaucoup de la montrer dans les deux endroits parce que les réactions ne sont pas du tout les mêmes puisque ça correspond là-bas, ils vont bien sûr beaucoup plus s'identifier. L'une après l'autre. Beyrouth avant. Il y a eu en avril et puis ensuite il y a à Beyrouth, ils se sont beaucoup identifiés et puis quelque part c'est un peu comme les gens ne parlent pas beaucoup de la guerre, mais même moi je me suis rendu compte que j'en parlais pas du tout avec mes enfants parce que quand on a vécu des choses comme ça, c'est comme les gens les parents qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale n'en parlent pas forcément parce que c'est très difficile de décrire des choses. Enfin, c'est un peu comme si on parlait une langue étrangère, comme si je vous parlais en chinois. On a un peu cette impression de parler de quelque chose qui ne peut pas être compris. Et donc c'est pour ça que je le fais d'une autre façon. À Beyrouth, c'est autre chose, puisque là, je parlais de quelque chose qu'ils connaissent, mais dont ils n'ont pas forcément envie de parler. Mais ils sont bien contents quand quelqu'un d'autre en parle. Parce que ça provoque, voilà. Ça libère un peu, oui. Ça libère un peu. On a parlé des ciels, on a parlé de l'enracinement, des maisons, et il y a un autre thème quand même qui revient toujours, c'est la réflexion, justement. À tous les sens du mot d'ailleurs, parce que ça incite à la réflexion. Tu peux en dire un peu plus là-dessus ? Alors, ici c'est la réflexion de ce coucher de soleil que je voyais, que ce soit qu'on voit de partout, mais là c'était dans la mer, puisque que ce soit à Beyrouth ou en Suède, je voyais tous les jours la mer et ce coucher de soleil.
ensuite, dans on va dire dans le sens plus large de la réflexion, c'est quelque chose que j'aime, enfin, même le cerisier et son tapis de fleurs au sol, c'est un peu cette réflexion, on va dire, abstraite de cet arbre au sol, qui fait que c'est une réflexion dans l'image, mais c'est aussi une réflexion mentale. Donc j'aime bien ces différents sens d'un mot qui sont connectés au final. Et là, tu fais dialoguer deux œuvres en fait. Oui. En fait, c'est une œuvre. Oui, c'est une œuvre. Je fais dialoguer deux médiums différents, mais en fait, c'est la même idée qui s'exprime de façon différente. Je parlais tout à l'heure de matière tactile. Il faut peut-être que tu en dises un mot. C'est effectivement, tu utilises beaucoup de matériaux en fait, aussi bien de la laine, du textile, de l'argile. Tu peux essayer de dire un peu comment tu choisis justement ces... Je ne choisis pas, ça vient tout seul. J'ai pas vraiment c'est comment je sens que ça va. Les textes qui sont là, par exemple, j'ai décidé de les écrire au carbone parce que pour moi, c'était ce que je voulais exprimer, c'était une mémoire, et le carbone, c'est un intermédiaire, c'est pas écrire directement, donc il y a une espèce de mémoire qui va s'imprimer dans le carbone et retranscrire la marque, enfin de là où on a appuyé avec un stylo. Les œuvres textiles, c'est ces dessins qui ont jailli de ma mémoire un jour, que j'ai eu envie de retranscrire différemment parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir ces dessins qui sont très spontanés, qui m'ont pris exactement 2 minutes chacun à faire, et ces œuvres textiles qui, elles, sont beaucoup plus sophistiquées puisqu'il faut des mois pour les faire, on utilise des matières sophistiquées comme du cachemire, de la soie. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait Il y a un travail sur le jaune aussi, sur la couleur. Voilà, le jaune, c'était le jaune de mon enfance, parce que c'était ma couleur préférée. Je crois que c'est solaire, et c'est une couleur qui me fait du bien. Ok. On en pense au prochain épisode, Stockholm. Stockholm, ça va être quand? Alors ça, je ne sais pas encore, mais je vais aller... Oui, parce qu'il faut que tu boucles les choses. Là, c'est écrit en 3. Oui. Il y a les maisons, il y a les 2 maisons et la 3e Paris. C'est écrit en 3 langues, et là, il faut maintenant les 3 conditions. Ah non, ça c'est sûr. Après, pour moi j'aimerais bien que ça se passe en été, parce que pour moi, la Suède, c'était plutôt l'été que j'y allais. Donc ça va être... ça va certainement être dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on va peut-être élargir un petit peu? Est-ce que vous voulez intervenir? Vas-y. Je ne vais pas te poser de questions, mais juste te dire à quel point, à travers pardon, je suis très émue en fait. Comment tu autorises chacun à revisiter ces souvenirs dont on pense. Moi, j'ai eu la grande chance de grandir sans guerre, et néanmoins avec des petits déracinements, des maisons qu'on ne retrouve plus, etc. Et tout d'un coup, à travers ton œuvre, je me donne le droit de me dire, mais ouais, c'était important. Sorry. Merci. You know me. Et en même temps, ce que tu racontes, tu ne l'ériges pas en expérience personnelle de souffrance ou pathos. Il n'y a aucun pathos dedans. Et c'est ce qui sauve le propos. Et ce qui, moi, m'a intéressé tout de suite, c'est comment pouvoir toucher des sujets aussi graves tout en faisant un travail de plasticienne, parce qu'on l'oublie, c'est quand même un travail d'artiste que tu fais dessus, mais en éliminant de l'autobiographie ce qui pourrait relever de mes petites souffrances, qui pourraient paraître dérisoires, a fortiori dans un contexte comme celui-ci. Parce que ce que tu racontes là, je pense que, je pense que certains ici l'ont vécu, ou le vivent, ou ont vécu, ou connaissent, ou viennent d'histoires qui sont des histoires de maisons abandonnées, de départ, etc.
Tu ne gommes pas la singularité de ton histoire, tu la rends universelle, mais tu évites qu'elle bascule de l'ordre de l'autocomplaisance ou du pathos. Et ça, c'est, je veux dire, c'est ce qui fait la force du propos et que tout le monde peut y rentrer d'une façon ou d'une autre, et en même temps par pur plaisir, parce que vous avez commencé par la beauté, par l'esthétique, qui parfois est un mot un peu à bannir dans l'art contemporain, mais il y a une jubilation esthétique dans ce que tu montres et qui rentre par cette vibration des jaunes qui te prend tout de suite. Elle existe, ce qui fait que aussi on peut avoir une relation de pure jouissance par rapport à ton travail. Donc les deux sont possibles, et ces niveaux-là, tu les croises très très bien, et ce qui, je pense, fait la singularité de ta démarche. Pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi c'est hyper important que chacun puisse s'approprier, c'est-à-dire de toucher à une corde émotive, et que après chacun puisse s'approprier ces images de la façon dont il le souhaite, et que ce soit pas forcément c'est parti de moi, mais ça ne reste pas lié à moi, ça peut avoir sa propre vie. Et juste par rapport à ça, tu as évoqué pourquoi tu travaillais beaucoup sur le textile et sur les tapis, en disant effectivement quand on partait, la chose qu'on emportait c'était les tapis. Effectivement, je vais te dire, là je repars chacun sur ses échos personnels. Quand ma famille a quitté l'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont emporté? Ils ont roulé les tapis, ils les ont mis dans une valise. C'était une des seules choses qu'ils pouvaient emporter et qui était facile à emporter et qui reconstituait la maison. C'est-à-dire dans les nouvelles maisons qu'ils ont pris en arrivant ici, en déployant leurs tapis, ils remettaient quelque chose de ce qu'ils avaient connu dans leur passé. Et ça les a accompagnés jusqu'à la fin de leur vie. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette présence, je pense, sur laquelle tu insistes, du tapis. Et le textile a une odeur. Je veux dire, les tapis ont une odeur. Donc forcément, en les ramenant dans une maison, et le tapis a été créé comme ça pour pouvoir... C'est pas un hasard qu'on puisse emmener les tapis, c'est les Bédouins qui ont créé... Enfin, à la base, ça a été créé pour pouvoir... C'est l'objet nomade par excellence. Donc c'est une espèce de petite maison portative. Et puis on peut faire beaucoup de choses dessus. On peut dormir, on peut s'asseoir, ça réchauffe, ça a même une incidence sur le son, ça absorbe les sons. Non, en tout cas, le textile, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Ce qui fait que chacun a envie de prendre un petit morceau, un petit tapis avec lui pour l'emmener, pour se constituer sa maison. Non, mais c'est important. C'est vrai, c'est important. Le tapis volant, ça vient de là aussi. Ça devient un moyen de transport. On se met sur son tapis et on voyage. Et ce que tu disais, je trouve que c'est très important. En fait, c'est ce qui fait la force d'une œuvre, d'ailleurs. Parce que quand on n'est pas, comme vous, un expert en art, quand on regarde simplement des expositions et qu'on cherche à être sensibilisé, on cherche à être ému, on ne cherche pas à expliquer. Et la force de ces œuvres-là, c'est justement que comment je pourrais dire, c'est une résonance en fait. Ça fait résonner en nous des choses qui nous sont personnelles. C'est là. Voilà, à partir de tes choses à toi très intimes, résonnent en nous des choses qui nous sont intimes aussi. Ouais, ça me fait très plaisir parce que c'est exactement mon but, mon intention. Et ça veut dire que c'est une vraie œuvre d'art et que c'est important. Merci. Merci à toi. Sarah, est-ce que tu as répondu à la question quel est what is home? C'est ce que Dominique... Oui, je sais, j'enchaîne sur Dominique parce que la réponse était passée totalement claire. Si moi j'y ai répondu... Sans nous dire le contenu, est-ce que tu as ta réponse? Moi, oui, j'ai ma réponse à moi, oui. Non, en fait, je crois que c'est des petits bouts de plein de choses qu'on retranscrit dans un seul... donc oui, puis pour moi, c'est l'humain d'abord. Ouais. C'est la chose la plus importante. Merci beaucoup pour cet échange, pour accepter l'invitation de Sarah. Je pense que tu as retrouvé des échos
assez juste par rapport à ton travail, une bonne réflexion. Ah, complètement. Justement, En sur tout ton cas, le travail. texte de Dominique est un magnifique cadeau qu'il m'a fait. Non, mais c'est vrai, il est très bon. Et il est très juste par rapport à moi. Je vous propose une petite bouteille de champagne. Ça marche toujours, ça ou